Je me présente, Angélique Henry, je suis architecte Build and Run chez Worldline, qui fait partie du groupe Atos. Je suis aussi membre des Duchesses Lyon, donc nous avons un stand en bas, là, n'hésitez pas à passer voir Girls in Web et les Duchesses au stand dans le village, là, au milieu. Et donc je suis là pour vous parler d'un sujet que j'ai eu à étudier dans le cadre de demandes clients qui voulaient à la fois de la confidentialité très très avancée, très très poussée sur ces données, et à la fois des fonctionnalités modernes et intéressantes de recherche de données. Donc je vais vous raconter un peu l'histoire et la recherche et l'étude et où est-ce que j'en suis arrivée à la fin de cette étude. Donc tout part d'un client qui a envie de choses très sympathiques comme de la géographie poussée à son extrême avec des polygones, des intersections, des trajets, tout ça sur un planning, pas un planning, etc. Un client qui veut aussi de la recherche phonétique dans ses données. C'est normal, c'est moderne, on sait faire, facile. Et un client qui avait besoin d'énormément d'interactions entre les données, de dépendance, de lien, ce qui fait qu'on s'est rapidement dit que de toute façon il fallait quelque chose de relationnel. D'un autre côté, le client souhaite avoir des données qui, dès qu'elles sortent de la production, sont complètement anonymisées. Et la contrainte qui vraiment a fait creuser beaucoup les méninges, c'est que les données ne sont pas visibles par les administrateurs de bases de données. Donc seules les personnes qui ont le droit et l'habilitation de voir les données peuvent voir les données. Pas les ingénieurs système et réseau, pas les administrateurs bases de données. Et enfin, évidemment, c'est un client. Donc voilà, pas cher. Facile. Du coup, la première partie, la partie prix. Donc j'ai regardé toutes les bases de données qu'on utilise habituellement chez Worldline et qui sont un peu sur le marché. Il y en a d'autres. Maintenant, ceux-là sont les principales. Elastic n'est pas vraiment une base de données, c'est plus un moteur de recherche, mais comme il offre des possibilités sur la géographie, la phonétique, etc., et je l'ai inclus dans l'étude en fait. Donc en pas cher, c'est facile. Il n'y a que PostgreSQL. PostgreSQL est la seule base de données open source. En fait, Elastic, MongoDB, MySQL, au premier abord, sont gratuits, on peut les utiliser, etc. Par contre, dès qu'on veut des fonctionnalités un petit peu avancées, comme du monitoring de production ou de la sécurité, du chiffrement des données, de la réplication bit-site actif-actif selon les technologies, il faut commencer à payer soit des packs, soit du support, soit des choses comme ça. Et enfin, Oracle, je pense que je surprends personne en vous disant que c'est quand même une base qui, d'entrée de jeu, est assez chère. Et en plus, dès qu'on veut rajouter de la sécurité, de la réplication, à chaque fois, on rajoute un bras. Rêve numéro 2, les fonctionnalités. Alors, pour la recherche phonétique française. Donc l'idée, c'est bien d'avoir... si je tape le texte dans le moteur de recherche, le sceau de la mort, ça peut me trouver les deux textes de façon identique. L'idée, c'est que c'est le son qui compte et pas l'écriture, donc la recherche phonétique. Habituellement, dans tout ce qu'on va trouver sur la documentation sur Internet, il y a un algorithme qui s'appelle le Soundex, qui est utilisé fréquemment pour la recherche phonétique. Sauf que, en fait, il fonctionne vraiment très bien qu'avec l'anglais. Donc là, j'avais un client français qui voulait la recherche phonétique dans des termes en français. Le seul à proposer quelque chose vraiment spécifique à différentes langues, y compris le français, c'est la solution Elastic. Toutes les autres bases de données en fait, se basent sur ce fameux algorithme Soundex, qui est vraiment optimisé pour la langue anglaise. Donc il y a des solutions de repli qui ne sont pas vraiment de la phonétique, mais qui font comme si. Dans tous les systèmes là, de bases de données, il y a ce qui s'appelle en français le calcul de distance, ou selon les bases de données, c'est du fuzzy match, etc. L'idée, c'est qu'on va scorer ce qu'il faut changer pour arriver d'un mot à un autre. Donc dès qu'il y a un changement, ou une suppression, ou une modification, je compte 1. Et plus la distance est grande entre deux textes, plus on a l'impression que les textes vont être très différents au niveau du son.
Donc par exemple, Alex, Alix, là c'est très facile, la distance c'est 1. Alexandre, Alessandro. Si on remplace un S par le X, on enlève un S, si on remplace le O par un E. Donc ça fait 3 changements, ça fait une distance de 3. Intuitivement, on se dit c'est pas si loin, bien que sur le premier exemple, ça va quand même donner des choses bizarres. Donc ajouter à ça, il faut de façon applicative rajouter un pré-traitement pour simplifier les données en fait, sur lesquelles on va essayer de faire cette distance de texte. Donc typiquement tout mettre en majuscule, parce qu'une distance entre un A minuscule et un A majuscule, c'est 1. Donc si vous écrivez tout en majuscule, vous enlevez déjà ce problème d'écriture minuscule-majuscule. Et ensuite, faire des remplacements qui ciblent la langue dans laquelle vous voulez avoir les sonorités. Par exemple, en français, PH, la plupart du temps, se prononce comme un F. Et si on enlève tous les accents E, on simplifie grandement aussi la langue. Donc se faire des dictionnaires comme ça de choses, donc ça se trouve sur Internet, un dictionnaire de remplacement pour pré-traiter des données pour de la recherche phonétique, ça peut se trouver. Donc pré-traiter les données, les enregistrer de cette façon, et ensuite faire une distance. Je n'ai pas trouvé mieux sur la phonétique, si vous trouvez, vous me direz. La partie géospatiale. C'est pas mon cœur d'expertise. Maintenant, j'ai beaucoup questionné les experts chez nous là-dessus. Donc, il existe en fait le Open Geospatial Consortium. Donc, c'est une organisation qui définit ce que doit être la géospatialité. Et ils définissent plein de normes en fait. Il y a le site en lien. Donc, par exemple, ils disent que pour être une base de données géospatiale, il faut pouvoir faire des calculs, il faut pouvoir faire des intersections de polygones, il faut pouvoir faire des fonctions un peu spéciales au géospatial. Donc, ce consortium pose les bases en disant, voilà, une base est géospatiale si elle coche toutes les cases de cette liste. Actuellement, j'ai encore regardé récemment, la seule base de données qui respecte ce consortium, c'est PostgreSQL avec l'extension PostGIS. GIS pour extension géographique. Je ne me rappelle plus les... Voilà. Tous les autres font de la géographie. Oracle en fait, MySQL depuis 5.7, ils ont vraiment ajouté plein de fonctions géographiques. Elastic, MongoDB savent très bien stocker des géolocalisations, etc. Par contre, ils ne couvrent pas l'ensemble des fonctionnalités définies par l'OGC. Et du coup, il y a un risque qu'après, on puisse être coincé pour certaines fonctions géospatiales demandées par le client. La partie sécurité. Donc les données nominatives confidentielles. Déjà, première question, je me suis posée, mais qu'est-ce qu'il faut vraiment protéger ? Eh bien, en fait, tout ce qui permet de rattacher une personne. Alors souvent, on pense son nom, prénom, adresse, parce que c'est facile. Mais la plupart de vos adresses e-mail, je pense, permettent de vous identifier. Souvent, c'est nom.prénom ou première initiale, le point, le nom, etc. Donc finalement, c'est une donnée qui est nominative et confidentielle. Et après, tout ce qui permet de vous identifier dans un système. Donc la plaque d'immatriculation, ça permet d'identifier votre véhicule, donc indirectement vous. Votre numéro de sécurité sociale, il est unique, il vous identifie, etc., etc. Donc tous ces ensembles de données doivent pouvoir être protégés de façon confidentielle et n'être lus que par les personnes étant habilitées à avoir des données confidentielles sur les utilisateurs en base de données. Et c'est un sujet qui est d'autant plus d'actualité qu'il y a des nouvelles normes européennes sur la gestion de la confidentialité des données, qui remet les entreprises qui font du service informatique au cœur de cette problématique de gérer la confidentialité des données de leur SI. On ne pourra plus dire on ne savait pas, c'est le client qui a demandé. La première solution qui vient tout de suite à l'esprit, c'est OK, je chiffre mes données applicativement, je les enregistre en base de données, de toute façon, personne ne peut les voir. Ici, nom, prénom, on ne peut pas deviner quelle a été la donnée d'origine. Donc, le point positif par rapport aux prérequis, c'est que là, les administrateurs de base de données ne peuvent pas voir les données, même s'ils voient les données en base, les données confidentielles, elles, sont cachées. Par contre,
À quel moment est-ce que je déchiffre? Est-ce que c'est dans la couche back-end? Est-ce que c'est dans la couche front-end? Si je déchiffre dans la couche front-end, c'est un peu compliqué. Ça veut dire qu'il faut quand même mettre une clé dans le front, donc dans le navigateur, donc accessible partout. Non, peut-être pas. Et c'est des données sur lesquelles on ne peut pas rechercher. Donc pour notre recherche par sonorité, pour notre recherche phonétique, on est complètement coincé, à moins de faire des index ultra compliqués. Solution 2, on peut chiffrer nativement la base. Ils le font tous. MySQL, PostgreSQL, Oracle permettent de chiffrer les données sur le disque. Le gros avantage, c'est que là, la recherche est possible, puisque c'est le file system qui est chiffré, mais une fois que les données sont montées en mémoire, elles sont lisibles. Les données sont masquées des mainteneurs. Donc les mainteneurs, c'est ce que j'appelle les ingénieurs système et réseau, qui vont aller faire des cat, des grep, dans les fichiers de base de données. Si vous ne chiffrez pas votre base de données de façon native, avec un cat ou un grep, on peut aller chercher des données en fait, dans la plupart du temps dans les fichiers. Il faut chercher longtemps, mais... Par contre, dès qu'on sort de la base de données, une fois encore, on est en clair. Et toute personne ayant un accès, donc quelqu'un, je ne sais pas, un responsable d'exploitation qui a accès à la base de données ou un DBA qui a accès à la base de données, il a accès aux données en fait. Il y a un surcoût sur toutes les données. Alors plus ça va, plus ce surcoût en fait est quand même de plus en plus faible parce que de plus en plus les bases de données vont vers le chiffrement de leurs données. Donc il y a des gros progrès là-dessus. Il y a une seule base de données qui permet d'isoler les données et d'interdire aux administrateurs bases de données de voir les données. C'est Oracle, avec une extension, un bras, Oracle Vault. C'est le seul. Je n'ai pas trouvé chez les autres, ou alors j'ai pas bien cherché. Je pense pas. Vient, suite à ce constat où aucune des deux solutions ne satisfont au final ne satisfont les exigences, une troisième solution que j'ai trouvée du côté du monde bancaire, c'est les solutions qui sont utilisées pour stocker les numéros de carte bleue en fait, sur les serveurs. Donc, ça s'appelle la tokenisation. C'est-à-dire qu'on va avoir une base de données très petite, minimaliste, mais qui ne sert qu'à stocker les données confidentielles. Et en échange des données confidentielles, on vous donne un jeton, un token. Donc ici, c'est 1, 2, 3, 4. Cette base de données, vraiment, on la blinde de toute la sécurité, la traçabilité. On sait qui a ajouté quelles données, à quel instant, avec quel login et à quelle heure, et depuis quel serveur et quel site. Enfin, un traçage complet. Et de l'autre côté, on a la base applicative normale qui, elle peut être moins sécurisée parce qu'on va manipuler la plupart du temps le token. Donc on ne sait pas qui se cache derrière ce token. Hop. Le gros avantage ici, c'est que notre base métier, elle est nativement anonymisée en fait. Il n'y a aucune donnée confidentielle d'utilisateur. Si quelqu'un fait un dump par erreur de la base applicative, ou si un hacker arrive à traverser toutes vos couches de sécurité pour sortir les données, eh bien en fait, il aura des données qui correspondent à personne. Il ne pourra pas en faire grand-chose. Du coup, ce qui se passe, c'est quand on essaye de rassembler tous les morceaux, on ne trouve pas la base de données idéale en fait. Donc l'idée, c'est de faire un découpage de raisons. Le fameux serveur de tokenisation très petit avec juste les données confidentielles, on peut le confier à Oracle avec toutes les options et tout ce qu'il faut en sécurité. Sachant que Oracle facture au double cœur, on met un petit serveur sur Oracle. S'il y a peu de données, ça peut le faire. Si vous avez une base de confidentialité qui fait plusieurs centaines de millions de lignes, bon, bah, vous mettez plus de cœur. Et de l'autre côté, un service métier moderne, donc PostgreSQL, parce qu'il a un maximum de choses au niveau géographique, et qui est vraiment le cœur là, des... Puis en plus, ça marche vraiment très bien PostgreSQL. Et donc, on arrive à une solution comme ça, qui est un peu mixte, qui permet vraiment de séparer la partie sécurité, confidentialité du reste de l'application, qui permet du coup, dans le code, de moins
se poser de questions peut-être sur est-ce que je log pas une donnée, etc. De toute façon, dans ma base applicative, les données sont confidentielles, anonymisées. Donc, à la limite, s'il y a un log hasardeux qui ne devrait pas y être, de toute façon, il n'y a aucun nom, je suis sûr qu'il va pas y avoir une erreur manuelle ou de dev ou de code qui va permettre d'afficher des choses qu'il ne faut pas à des personnes qui ne vont pas. Et en plus, sur notre serveur Oracle hyper musclé, on peut rajouter de l'analyse de fraude, des Security Operations Center, des choses comme ça. Sur les logs, sur l'accès, etc. Après, il reste toujours le transfert des données. Bon, on peut mettre des signatures, du HTTPS. Enfin, il faut voir comment amener ça jusqu'au front, aux bonnes personnes et pas aux autres. Voilà. Je vous remercie. Je pense que je suis arrivée au bout.